votre accueil pour ce sujet, pour cette journée. Alors la photo, en fait, qui est la photo de présentation, je remercie une amie psychologue et photographe qui est Caroline Brun, qui en fait expose depuis hier en fait au Grand Palais et qui au décours en fait d'un couloir a vu un reflet qui l'a intrigué de m'envoyer la photo. J'ai dit, est-ce que je peux l'utiliser pour commencer le colloque? Et c'est celle que vous pouvez voir actuellement, donc ensuite vous interprétez comme vous le souhaitez. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de modérateur, donc j'ai écrit malgré tout la communication pour essayer de cadrer au niveau du temps. Si je vois que je suis un petit peu long, je ferai du Renaud Évral, c'est-à-dire 120 mots à la minute, de façon à pouvoir terminer. Mais je vais essayer malgré tout de tenir à peu près dans le temps qui m'a été proposé, et surtout de réserver un temps d'échange pour qu'on puisse discuter ensemble autour donc de ce sujet des trans, la dissociation des expériences exceptionnelles en clinique de l'irruption. Je vais, pour cette communication, acronymiser le terme d'expérience exceptionnelle en EXE. Ça va être un peu plus simple, et en commençant par dire qu'il s'agit d'objets critiques qui vont mettre à l'épreuve les catégories ordinaires de la psychologie. C'est ce que l'on va interroger notamment durant ces 2 journées. Elle force la pensée à considérer qu'il existe des vécus dont le contenu excède la grammaire habituelle du sujet. Elles interrogent plusieurs frontières. Vous les connaissez: perception, imagination, soi, altérité, savoir, croyance, etc. Et cette mise à l'épreuve ne concerne pas simplement le patient, mais elle concerne également le clinicien. Les exés agissent comme un révélateur de réflexes épistémiques du thérapeute, le besoin d'expliquer, le besoin de rassurer, en catégorisant notamment. Et en ce sens, les exés exigent une clinique capable de tolérer l'incertitude méthodique, ne pas savoir ce que c'est, tout en travaillant rigoureusement sur ce que cela produit. Ainsi, définir les expériences exceptionnelles constitue une épreuve de méthode. La tentation première consiste à les définir par leur contenu: expérience de présence, vécu mystique, intuition fulgurante, impression de sortie du corps, synchronicité, etc. Or, sur le plan clinique, cette stratégie classificatoire est rarement la plus opérante, précisément parce qu'elle engage très tôt une ontologie implicite. On se retrouve rapidement à débattre sur ce qui est réel, sur ce qui est imaginaire, sur ce qui est normal ou pathologique, sur ce qui est spirituel ou très rationnel, avant même d'avoir décrit ce qui arrive au sujet. À l'inverse, une définition véritablement clinique doit être capable de soutenir l'exploration sans capturer l'événement dans un verdict. C'est pourquoi je vous propose de décentrer ici un peu le débat et de définir les événements exceptionnels, non par leur matière, mais par leur dynamique, l'exceptionnel comme problème d'intégrabilité. Continue. Ouais. Je vais devoir changer un petit truc. Okay. On va partir de la considération qu'une expérience exceptionnelle est un événement subjectif qui se caractérise par 4 propriétés conjointes. Une intensité phénoménologique élevée, qu'elle soit affective comme l'effroi, l'émerveillement, perceptive comme la densité de présence, ou existentielle comme un contact avec, par exemple, quelque chose de plus grand que soi. La deuxième propriété, c'est une rupture de continuité, c'est-à-dire un avant-après. L'expérience se donne comme un seuil, un basculement, une discontinuité qui découpe le temps biographique. Le troisième, c'est une résistance initiale à la mise en forme, autrement dit, une difficulté à être convertie immédiatement en récit stable, en représentation partageable, en souvenir narratif intégré. Et enfin, un retentissement intégratif qui peut être positif, négatif, ambivalent, et qui témoigne d'une réorganisation somatopsychique. L'événement travaille le sujet après coup, parfois longtemps, comme une pièce étrangère qui cherche sa place. Ce qui m'importe ici est surtout le troisième point, la résistance à l'intégration. Une expérience peut être étrange et rester parfaitement intégrée. Elle peut être sublime et pourtant désorganisée. Elle peut être terrifiante et parfois se métaboliser. L'exceptionnel de cette clinique n'est donc pas le bizarre, c'est l'événement qui ne trouve pas immédiatement sa niche somatopsychique et relationnelle. On pourrait dire, l'exé, c'est un fait brut du vécu qui arrive avec une puissance telle qu'elle excède temporairement les capacités ordinaires de symbolisation, de narration et d'appropriation.
Définir l'exceptionnel comme problème d'intégrabilité impose de clarifier ce que nous allons appeler évidemment intégration. Dans une perspective clinique, intégrer signifie rendre habitable. Un vécu intégré possède plusieurs propriétés. Il peut être raconté sans que le sujet soit submergé, raconté parfois juste en partie, mais en tout cas sans être submergé. Il peut être localisé dans une temporalité au lieu de se comporter comme un présent permanent. Il peut être relié à l'histoire du sujet au lieu de rester hors sol. Il peut être partagé dans une relation sans produire honte, disqualification ou isolement. Il peut être tenu par plusieurs hypothèses sans se rigidifier en dogme ni se dissoudre en déni. En ce sens, l'intégration est une opération de continuité qui restaure une cohérence vivable entre l'événement, le corps, le récit de soi et le lien à autrui. L'exé précisément désigne le moment où cette continuité est momentanément rompue. L'expérience surgit comme un fragment massif, vécu comme trop dense pour le tissu narratif disponible. En posant la question non pas du contenu, mais du processus, quel est le vécu? Que devient-il? Quelle intégration ou dispositif facilitant l'appropriation? On installe une méthode qui protège la subjectivité de la personne de deux violences symétriques que la clinique rencontre le plus souvent, à savoir d'un côté la violence de la disqualification et de l'autre la violence de la validation totalisante, savoir immédiatement, être l'élu, avoir une explication toute faite, qui peut calmer l'angoisse mais rigidifier le sujet dans un récit à la fois captivant et capturant. Parler des expériences exceptionnelles en clinique revient à les considérer comme des événements d'irruption. Quelque chose surgit avec une force de réalité et cette survenue interroge et parfois reconfigure immédiatement, parfois brutalement, l'économie subjective. L'exé, en ce sens, est une épreuve de continuité. Elle fait travailler le sujet au niveau de l'identité, du corps, du temps, du lien et du sens. Une première constante apparaît dans les récits. L'exé porte souvent un coefficient de réalité singulier. Il ne s'agit pas seulement d'une perception inhabituelle, mais d'une expérience qui arrive avec une forme d'évidence. Elle peut être lumineuse ou terrifiante, sacrée ou inquiétante, mais elle partage ce trait, elle excède la capacité immédiate de mise en forme. Et c'est bien là tout son prix. Par ailleurs, nous pouvons décrire l'irruption comme une effraction, perceptive, affective et existentielle. Et c'est bien cette effraction qui rend l'expérience exceptionnelle cliniquement décisive. Elle oblige le psychisme à réagir, mais elle ne lui fournit pas immédiatement les outils pour intégrer ce qui vient d'arriver. Et cette réaction s'organise autour de trois fractures qui sont les suivantes. Une rupture phénoménologique, l'expérience ne ressemble à rien de connu, le sujet perd la familiarité du monde vécu. Une rupture épistémique, les catégories du vrai-faux, du possible, de l'impossible deviennent instables. Et une rupture sociale, l'expérience devient difficilement partageable et crée une solitude spécifique. Après l'irruption, le psychisme cherche à recoller. La quête de sens est fondamentalement une réponse adaptative, comme nous l'enseigne la psychologie existentielle. Puisque le réel a été déplacé, le sujet cherche une carte. Il cherche une théorie, un récit, une appartenance interprétative. Ce mouvement peut être fécond, l'expérience, progressivement symbolisée, devient intégrable, parfois même une source de transformation. Mais ce mouvement comporte une vulnérabilité structurelle. Si le sens arrive trop vite, trop total, bien souvent il constitue un facteur de rigidité. Cliniquement, on observe un continuum oscillant entre la clôture dogmatique et l'errance anxieuse. Dans les deux cas, le sujet souffre moins de l'étrangeté de l'événement que de la difficulté à produire une forme souple, un récit qui permette de vivre sans se figer. C'est d'ailleurs pas uniquement un récit, car il est décisif en clinique de l'irruption de ne pas réduire l'expérience exceptionnelle à un discours. L'exé s'inscrit toujours dans le corps. Elle laisse parfois une trace somatique, troubles du sommeil, sursaut, tension, sensation de froid ou de chaleur, altération de la respiration, modification de l'appétit, fatigabilité, épisode de déréalisation et d'autres encore.
Le corps devient un lieu de retentissement et parfois de relance. Une sensation peut faire revenir l'événement comme un signal qui réactive une scène interne. C'est ici que la dissociation devient un concept de travail. Beaucoup d'expériences exceptionnelles entraînent une oscillation entre hyperprésence, le vécu est saturant, trop réel ou trop proche, et désengagement, des réalisations, des personnalisations, anesthésie, sentiment d'être à côté, etc. Cette oscillation dit quelque chose de fondamental. L'expérience exceptionnelle met à l'épreuve les capacités de régulation de la personne. La dissociation n'est pas alors une ennemie, elle est souvent un langage du psychisme cherchant à maintenir une forme de survie intégrative. Et bien entendu, si elle devient chronique, elle fragilise la continuité du soi. Lorsque le sujet peut passer d'un régime à l'autre, moduler la distance, revenir au corps, retrouver une narration minimale, la dissociation reste une compétence. Lorsque le sujet ne le peut plus, la dissociation devient une prison. On peut dire ainsi, la pathologie commence quand la dissociation cesse d'être une modulation et devient une structure. Vous l'avez compris, le point le plus discriminant en clinique, c'est la plasticité, la capacité du sujet à tenir plusieurs hypothèses sans s'effondrer, à parler sans se rigidifier, à tolérer une part d'incertitude. L'expérience exceptionnelle impose une question implicite. Puis-je vivre sans comprendre ? Car l'irruption force le sujet à constater qu'un événement peut arriver sans se laisser immédiatement classer. Cette situation est difficile psychiquement. L'esprit humain cherche naturellement à réduire l'ambiguïté, mais c'est précisément là que se joue le destin clinique de l'exé. Lorsque la plasticité est possible, elle devient progressivement un événement somatopsychique plein. Lorsque la plasticité s'effondre, elle devient un terrain de prédilection pour des communautés interprétatives fermées. Dit autrement, la clinique de l'irruption vise un passage du vécu brut au vécu d'événements psychiques partageables. Ce passage constitue en une transformation de régime. Il faut une temporalité seconde, revisite lente, je reviendrai tout à l'heure, une mise en forme, sensation, image, narrativité, une adressabilité, un autre fiable, et une inscription, biographie, valeur, choix. J'y reviendrai. Ainsi pensé, ce que l'exceptionnel fait au sujet, ce n'est pas seulement produire de l'étrange, c'est ouvrir un espace de reconfiguration. Parfois, cette reconfiguration est douloureuse, parfois féconde, parfois ambivalente, mais toujours elle pose à la clinique une responsabilité. Ne pas trancher à la place du sujet et ne pas le laisser seul avec les fractions. Tenir la complexité, soutenir la mise en forme, protéger la liberté psychique. Je formule maintenant l'hypothèse centrale de cette communication. Dès que la diapo aura changé. Beaucoup d'expériences exceptionnelles deviennent effractantes, moins par leur contenu que par leur défaut de cadre. Autrement dit, ce qui fait effraction est la rencontre entre une irruption à haute intensité et l'absence ou l'insuffisance d'un dispositif d'accueil, de mise en forme et d'intégration. On pourrait appeler ça, sans pathologiser trop vite, un trauma de l'exceptionnel. Un trauma dont le mécanisme principal tient à une défaillance d'enveloppement psychique et relationnel au moment où quelque chose survient et non à l'étrangeté de ce qui survient. Plus précisément, le risque traumatique existe lorsque le cadre est défaillant pour le recevoir. Par cadre, j'entends une écologie globale, un ensemble de conditions internes et externes qui rendent une expérience transformable. Il existe un cadre intrapsychique, capacité de régulation, de représentation, de mentalisation, tolérance à l'ambiguïté, possibilité d'un jeu interne avec les hypothèses, et un cadre relationnel et culturel, interlocuteur fiable, langage partagé, récits sociaux suffisamment ouverts. Le défaut de cadre correspond à un double déficit. Un déficit interne, l'appareil psychique manque de médiation pour transformer l'expérience en représentation, l'expérience arrive trop vite, trop fort, trop total, et un déficit externe, absence de scène d'accueil, le sujet se tait par crainte ou rencontre un accueil capturant, interprétation imposée, diagnostic précipité, sacralisation ou bien réduction du sens. Ce double déficit produit une signature clinique remarquablement stable. L'expérience reste une trace active, insistante,
qui polarise la vie psychique sans s'intégrer. Le terme de trauma désigne ici une effraction plus qu'une violence externe. L'expérience surgit avec un coefficient de réalité ou de sens si élevé qu'elle déborde les capacités de liaison, en particulier lorsque la question du vivant et du mortel s'y trouve engagée, comme dans les expériences de mort imminente. Le trauma renvoie alors à un mode d'inscription. Un événement devient traumatique lorsqu'il demeure non lié, non symbolisé, non réinscrit. L'extraordinaire agit comme un accélérateur d'intensité. La question décisive reste la possibilité d'une temporalité seconde permettant la métabolisation. Le trauma de l'exceptionnel apparaît ainsi comme un trauma du non-accueil, un défaut d'enveloppe à la fois langagière et relationnelle. Si l'hypothèse du trauma de l'exceptionnel comme défaut de cadre est correcte, alors la priorité clinique se reformule ainsi. Avant de travailler le contenu, il faut restaurer les conditions de l'intégration. Cela implique une posture et des gestes, stabiliser, ralentir, différencier, mettre en forme, pluraliser les hypothèses, construire l'adressabilité, réinscrire. Et surtout tenir une position qui peut paraître paradoxale, mais qui est pourtant structurante, incertitude sur le fait, certitude sur le vécu. Le clinicien renonce à conclure sur l'ontologie, non pas par manque de conviction, mais par choix de méthode. Il devient le garant d'un espace où l'expérience peut se transformer sans être réduite ni sacralisée. C'est exactement à ce point que la transe, que je vais comprendre ici comme un dispositif, devient pertinente. Il ne s'agit pas ici de produire de l'exceptionnel, mais pour fournir une temporalité seconde, une forme, une distance modulable et une scène relationnelle qui soutient l'intégration. J'en viens précisément au pivot de la proposition, la transe comme espace intermédiaire. Je voudrais la formuler d'emblée de manière presque programmatique, parce que c'est la condition pour éviter les malentendus. Dans cette clinique, la transe est vraiment comprise comme un dispositif au sens fort, c'est-à-dire une configuration de l'attention, du temps vécu, du corps et du lien qui rend possible ce qui, sans elle, reste trop dense pour être intégré. La transe, ici, est une technologie clinique minimale. Elle organise des conditions d'intégration, là où l'expérience exceptionnelle a précisément créé un défaut de cadre. Ça peut être évidemment, par exemple, les reprises qu'il peut y avoir avec l'hypnose de moments vécus sous psychédélique. Ça peut être l'utilisation d'autres méthodes que l'hypnose, mais en tout cas des pratiques de transe, tout événement exceptionnel qui, précisément par défaut de cadre, mériterait d'être repris sur cette scène-là de la transe. Le lien entre les deux, entre l'événement expérience exceptionnelle et l'intérêt de prendre la transe comme dispositif pour réexplorer le vécu tel qu'il a été proposé, c'est l'élément de brusquerie rappelé dans la définition de la transe. Ce qui définit la transe, c'est un état non ordinaire de conscience dont la particularité est d'installer une brusquerie du sujet, c'est-à-dire le déloger de ce qu'il est, de l'endroit où il se trouve, de façon à installer une brusquerie des sens, un mélange des sens. Il perd la notion d'identité, de lieu où il se trouve, de cohérence ou de logique de l'instant, pour, au travers d'un jeu avec les perceptions, une fois sorti du sens commun, rebâtir quelque chose de la proposition de ce qu'il est et de ce qu'il vit. C'est vraiment la définition de la transe organisée autour d'une brusquerie. Et dans ce que je vous ai proposé, à la suite de travaux, notamment ceux de Renaud, bien évidemment, comme étant la définition de l'expérience exceptionnelle, il y a toujours cet élément de brusquerie, de trop-plein, qui vient précisément effracter le sujet. C'est le principe de l'irruption. Et donc, c'est cette notion de brusquerie qui va faire le trait d'union entre ce qui a été vécu dans un cadre qui n'est pas toujours suffisamment contenant pour pouvoir recevoir, et organiser un cadre autour d'une brusquerie différente, de façon à pouvoir recevoir et retravailler ce qui n'est pas encore élaboré. Donc on est bien dans ce dispositif, avec cette transe comme étant quelque chose d'intermédiaire, vraiment dans un dispositif avant tout. La proposition est donc bien la transe comme un espace intermédiaire, comme je le disais, de métabolisation. Elle permet, lorsque ce dispositif va être mis en place, deux exigences: l'hospitalité du vécu et la rigueur du cadre, l'ouverture à l'inédit et la prudence contre la capture interprétative.
Un espace intermédiaire, tel que je l'ai défini, d'utilisation de la transe, signifie au moins 3 choses. Premièrement, un espace entre le vécu brut et le récit figé. L'expérience exceptionnelle surgit souvent comme un bloc, trop réel, trop plein, trop saturé de sens et d'altérité. Le risque immédiat est une rigidification. Pour survivre, le sujet construit un récit totalisant, qui peut être mystique, sceptique, psychiatrisant, ésotérique, rationaliste, etc. Peu importe le contenu, le mécanisme est identique, clôturé. Or, la clôture prématurée rassure parfois, mais elle empêche l'intégration. L'espace intermédiaire est précisément la zone où le vécu n'est plus subi comme une effraction et pas encore enfermé comme doctrine, de façon à ce que ça puisse devenir une matière élaborable. Deuxièmement, un espace entre validation ontologique et disqualification. Dans la clinique des expériences exceptionnelles, les 2 violences symétriques sont connues, ce n'est rien d'un côté, c'est forcément vrai de l'autre. L'espace intermédiaire est l'endroit où l'on renonce à trancher l'ontologie pour travailler l'intégration. Ce renoncement est une décision méthodologique qui protège le sujet. Elle lui évite d'avoir à défendre son expérience comme une preuve ou de s'en défendre comme une faute. Je précise que l'utilisation également des trans, telles que je l'ai citées, comme l'hypnose, méditation, etc., qui sont des formes de trans qui ont été apprivoisées par la science, deviennent aussi plus facilement acceptables comme dispositifs de réception que d'autres dispositifs pour la plupart des personnes. Troisièmement, un espace entre dissociation défensive et symbolisation. Lorsque l'expérience excède la capacité de mise en forme, le psychisme segmente. La dissociation joue alors comme une grammaire de protection. L'espace intermédiaire vise à transformer cette grammaire de survie en grammaire de symbolisation, en rendant l'expérience représentable, modulable, adressable. Et parler de trans comme espace intermédiaire, c'est une scène où l'expérience cesse d'être un bloc, comme je le disais, qui gouverne, pour devenir un événement psychique que l'on peut approcher, décrire, jusqu'à relire. Parler de dispositif signifie donc que la transe comme espace intermédiaire doit pouvoir répondre à 4 opérations fondamentales alignées sur les conditions d'intégration de façon à pouvoir correspondre aux objectifs qui viennent d'être donnés. Ce premier espace intermédiaire, enfin la première fonction de l'espace intermédiaire est d'être un espace de décélération. La transe introduit une temporalité seconde, elle permet de revisiter l'expérience à vitesse réduite, fragment par fragment, passant du subi à l'explorable. Certaines séquences peuvent être explorées les unes après les autres sans qu'il y ait besoin de revivre l'expérience en continu. La deuxième opération fondamentale que va permettre ce dispositif, c'est la reconfiguration attentionnelle. La transe redistribue l'attention sans nécessairement ajouter du contenu. L'exé non intégré tend à monopoliser le champ psychique. La transe introduit des alternances, corps, appui sensoriel, environnement, retour au vécu, des choses qui sont très ordonnées dans ce type de configuration et de réception. Et ce va-et-vient produit du lien et va réinstaurer de la continuité, là où bien souvent l'expérience était discontinuité et débordement. Le troisième élément, c'est la mise en forme symbolique. La transe comme dispositif va agir comme atelier de forme. Sensations localisées, images simples, métaphores ouvertes ou narrativité minimale rendent l'expérience représentable sans l'enfermer dans une interprétation. C'est une façon de remodeler le vécu, et notamment le vécu perceptif, comme si on l'explorait sous différentes et de nouvelles facettes pour pouvoir en saisir le processus. Une expérience représentable devient partageable, historisable, puis intégrable. Et enfin, ces espaces sont des espaces de resubjectivation. Le dispositif soutient un passage du « ça m'arrive » à « je peux l'habiter en sécurité ». L'exé cesse d'être seulement une irruption étrangère pour devenir une expérience que le sujet peut mettre en forme et relier à son expérience sans prétendre trancher son statut ontologique. Je souhaite insister sur un point particulier, la transe n'est pas neutre. Il s'agit bien sûr d'un dispositif, mais malgré tout, on va jouer bien sûr sur un état non ordinaire de conscience avec un élément de brusquerie. La transe va donc agir dans ce dispositif comme un amplificateur de plasticité, je l'ai dit, attentionnelle, imaginaire et émotionnelle. Cette plasticité va favoriser l'intégration, mais elle comporte un risque. Rigidifier un récit ou renforcer une croyance en revivant le sentiment
que le récit s'impose à soi peut être présent si précisément avec le clinicien quelque chose de la malléabilité n'est pas réintroduit. L'espace intermédiaire exige une éthique du cadre, consentement explicite, droit d'interrompre, primat du commencer sur ce que c'est, maintien d'une pluralité d'hypothèses au travers du clinicien. La transe devient alors un instrument de liberté psychique plutôt qu'un vecteur de certitude. En définitive, la transe comme espace intermédiaire rend l'incertitude habitable. Elle ne résout pas l'énigme, mais transforme le rapport du sujet à celle-ci, instaurant une continuité vivable où l'exceptionnel cesse de tyranniser. Cette position voit la suite logique. Si la transe constitue un dispositif, il reste à préciser ses modalités concrètes d'usage, ses garde-fous et la progression clinique qui en organise la pratique. Aborder cliniquement les expériences exceptionnelles oblige à expliciter une posture, celle du clinicien, une manière de se tenir, d'écouter, de questionner, de cadrer. Dans ce champ, la technique reste inséparable de la position car la posture du clinicien structure immédiatement le récit. Elle peut ouvrir un espace d'intégration ou figer l'expérience en dogme, en symptôme ou en secret. Nous pouvons décrire cette posture selon 3 axes articulés, suspension, précision, humilité épistémique, comme une méthode rendant l'exceptionnel travaillable sans le capturer. La suspension d'abord, elle constitue une décision active, renoncer à conclure trop vite sur la réalité ontologique de l'événement. Cette décision vise à préserver l'intégrabilité. Dans les expériences exceptionnelles, la question du réel polarise rapidement le dialogue. On l'a vu, une validation ontologique rassure parfois, mais est susceptible de rigidifier, transformant l'événement en preuve et annexant l'expérience à un système interprétatif qui peut coloniser la subjectivité. À l'inverse, la disqualification coupe l'adressabilité, augmente la honte et pousse le sujet à défendre ou à dissocier le vécu. Dans les 2 cas, le centre de gravité se déplace hors du sujet. C'est remplacé par un verdict. La suspension réoriente alors la clinique vers une question opératoire. Quels effets cette expérience produit-elle ? Elle institue un espace où le patient n'a pas à convaincre ni à se justifier, il peut décrire. Cette description agit déjà comme une première métabolisation, transformant l'expérience de preuve ou de faute en matériau psychique. La suspension se formule explicitement et se tient dans le temps. Travailler sur le vécu sans trancher l'ontologie constitue un pacte méthodologique protecteur pour la personne. Deuxième élément, associé à la posture du clinicien, la précision. Suspension sans précision ouvre la voie au flou et aux projections. La posture exige une rigueur descriptive élevée. La précision commence par une discipline, distinguer perception, interprétation, affect, corps et pensée. Le clinicien privilégie la question « comment cela s'est présenté » plutôt que « qu'est-ce que c'était ». L'exploration porte sur la temporalité, la spatialité, la corporéité, la tonalité affective, la qualité d'altérité et le retentissement. Cette découpe transforme l'événement en élément représentable et modulable. Ce qui devient modulable cesse de se présenter en bloc. La précision implique aussi une contextualisation écologique. La fatigue, le deuil, l'isolement, les transitions biographiques, les pratiques culturelles ou spirituelles sont réduits à l'expérience à ses seuls facteurs. Situer revient à rendre visible l'environnement de survenue et à penser l'intégrabilité. Elle se prolonge enfin dans le suivi, observer les évolutions, les rigidifications ou les ouvertures, la capacité narrative, la pluralité d'hypothèses ou la restauration du lien social. Cette rigueur descriptive stabilise le processus thérapeutique et protège contre les dérives interprétatives. Troisième élément de posture, l'humilité épistémique. Le troisième axe repose sur cette humilité comprise comme une pluralisation méthodique. Dans ce champ, la causalité demeure souvent surdéterminée. Une exé peut mobiliser des registres cognitifs, psychodynamiques, traumatiques, relationnels, culturels, spirituels, etc., sans qu'aucun ne puisse absorber les autres. Les hypothèses deviennent des outils évalués selon leur effet clinique, lesquels favorisent l'intégration, lesquels rigidifient, lesquels restaurent la souplesse subjective. Cette posture transforme le rapport à la vérité clinique. La pratique cesse d'être une confrontation de cosmologie pour devenir un art de la transformation du rapport à l'expérience. Elle implique également une vigilance sur le pouvoir du clinicien.
Dans les expériences exceptionnelles, le thérapeute peut produire du sens malgré lui. L'humilité consiste alors à soutenir une subjectivation sans imposer de récit, en laissant le sujet devenir auteur de la mise en forme de son propre vécu. L'exceptionnel ne désigne pas seulement un contenu étrange, il constitue avant tout une épreuve de l'intégration, nous l'avons dit, et cette épreuve prend la forme la plus intime, celle de l'incertitude. En effet, dans les exés, l'incertitude dépasse la simple question cognitive « je ne sais pas ce que c'était ». Elle affecte la texture du rapport au réel, expérience corporelle, affective, relationnelle, existentielle. Elle peut se manifester dans son irruption comme un vertige, une hypervigilance, une suspension ou une fascination discrète, touchant la continuité de soi et la fiabilité du monde commun. L'exé peut produire une certitude fulgurante et laisser une incertitude durable, surcharger la réalité débouchant sur une crise de la réalité. Dans ce contexte, la suspension du jugement causal devient un geste clinique essentiel. Elle donne droit de cité à l'incertitude et la transforme en matériau de travail, évitant la double violence de la disqualification qui humilie et de la capture interprétative qui rigidifie. L'expérience exceptionnelle peut se comprendre comme un surgissement de l'inédit, inédit pour le sujet dans sa grammaire perceptive et émotionnelle. L'événement devient comme ce qui excède les catégories disponibles, les trois destins psychiques sur lesquels je me suis appuyé apparaissent alors, évitement ou sidération, c'est la protection par fermeture, par clivage ou par réduction de l'accès, où l'inédit devient une menace, ou bien la rigidification interprétative, protection par clôture du sens, où une explication totalisante transforme l'inédit en doctrine, ou bien intégration, protection et transformation conjointe, où plusieurs hypothèses coexistent et où l'événement devient racontable sans être résolu. Ce troisième chemin suppose un lieu où l'inédit peut être approché sans être annexé à une ontologie, ce que nous avons décrit comme un espace intermédiaire de la transe clinique, atelier de décélération, de médiation et de reliaison, où finalement la question décisive pour le clinicien est « est-ce que ma manière d'écouter augmente la liberté psychique du sujet ?» Sans doute que 4 principes peuvent nous aider à construire ce chemin éthique: hospitalité phénoménologique, accueillir l'expérience comme vécue, sans la convertir en validation ontologique, sobriété interprétative, différer et pluraliser les hypothèses, privilégier le commencer au « qu'est-ce que c'est », non-fabrication du récit, éviter d'imposer des contenus qui solidifient la mémoire et capturent le sujet, et enfin, orientation vers l'agentivité, reconnaître l'intégration lorsque le sujet peut moduler sa distance à l'expérience, la relier sans s'y réduire et décider de ce qu'il en fait. Cette éthique fait de la clinique des expériences exceptionnelles une clinique de la liberté. Liberté de penser sans rigidification, d'éprouver sans dissociation, de donner du sens sans clôture. Je terminerai ainsi, la rigueur ne consiste pas à conclure vite, mais à tenir l'incertitude assez longtemps pour que l'inédit devienne intégrable. Tenir l'incertitude, c'est accepter que le réel demeure ouvert, que l'expérience reste en suspens et que cette suspension constitue une condition de travail clinique. Parce que nous ne savons pas ce que c'était, nous pouvons travailler avec précision sur ce que cela fait, sur la manière dont cela se présente et sur les conditions relationnelles qui transforment une irruption en événement de vie. Je vous remercie. Alors, on va prendre des questions. Moi, j'ai déjà une première remarque. J'ai un peu des problèmes avec la communication. Parce qu'il a fallu un petit peu 20 ans pour arriver à ça. C'est assez rageant. Tu as dit un nombre de choses essentielles. C'est vraiment magnifique. Je t'invite à essayer de publier ce texte. Parce que je n'ai jamais lu ça de ta part. Et je trouve que ce serait bien qu'il y ait d'autres qui se fassent aussi l'écho de cette critique. Alors, je te remercie de m'avoir invité sur mon site parce que tout mon temps en train et ma soirée a été, parce que tu m'as fait bosser, a été dévolu à ça. Et en fait, là, jusqu'à le dernier moment, j'étais en train de réduire. En fait, le texte est écrit, sauf qu'il est 10 fois plus long, puisqu'il écrit vraiment en précision. Donc voilà, mais merci en tout cas beaucoup pour ton retour. En tout cas, je ne sais pas si les éléments sont essentiels, mais en tout cas, le propos pour moi était essentiel, c'est-à-dire que
il y a quand même souvent des pièges dans lesquels les gens tombent. Et puis, encore une fois, comme je disais au début de la communication, chacun, on essaie toujours de sortir des ambiguïtés. Et précisément, ces phénomènes nous plongent à prolonger ces ambiguïtés le plus longtemps possible pour en faire quelque chose. C'est une condition essentielle. Et alors évidemment, dans mon introduction, j'ai oublié de me situer. La communication était celle à la fois de quelqu'un qui essaie de penser, mais c'est aussi celle du clinicien, d'où le terme de clinicien pendant souvent. C'est-à-dire ce qui a traversé la communication, c'est finalement comment comprendre cette irruption, comment sortir d'une dissociation, du concept de dissociation comme étant une forme de pathologie, comment aussi réintroduire la question de la transe, non plus simplement comme un phénomène vécu, mais comme une réponse possible. Et puis, du coup, ça engage quoi comme terrain d'accueil particulier? Parce qu'évidemment qu'il faut un terrain d'accueil particulier. Travailler ces phénomènes ne sont pas la même chose que travailler à partir des phénomènes de croyance, dans un autre cadre culturel, par exemple, ou travailler d'effets psychiques avec des événements de vie qui peuvent arriver, survenue de maladie, etc., etc. C'est encore tout à fait autre chose. Du fait du temps, et je m'en excuse, ce ne sera pas la même chose dans la communication, je n'ai pas cité toutes les sources sur lesquelles je me suis appuyé pour pouvoir penser. Ça aurait été un peu long, mais en tout cas, il y a eu une imprégnation très importante de ce qui se fait beaucoup dans le cadre des psychédéliques actuellement. Et vous allez avoir une très belle communication tout à l'heure sur la question des psychédéliques, dans lesquels précisément, me semble-t-il, cette question de l'accompagnement est particulièrement travaillée. Donc, même si la question des psychédéliques n'est pas quelque chose d'ancien, il me semble en tout cas que la question de comment recevoir, comment encadrer, et notamment l'utilisation de ces dispositifs de transe et par exemple, je l'ai cité, l'utilisation de l'hypnose pour reprendre des expériences qui ont été faites sous psychédéliques, elle est devenue plutôt le commun, en tout cas c'est habituel de pouvoir le proposer, et il y a pour le coup une pensée autour de c'est quoi accompagner, c'est quoi recevoir, qui dans ce champ-là des psychédéliques est particulièrement mobilisante et maturante, et donc c'est une source aussi d'information et de pensée pour peut-être d'autres expériences exceptionnelles. Je vais y aller. Je voulais vous demander, selon vous, quelles sont les différences entre, vous semblez mettre sous un commun dénominateur les trans qui sont associés aux psychédéliques, les trans qui sont associés à la méditation, mais c'est quoi véritablement ce qui peut nous faire évaluer les différences? Parce que ici, on peut regarder les trans comme vous le faites, avec une caractéristique qui est plutôt très psychologique et très positive. Mais quand on va, par exemple, à part les psychédéliques, quand on va dans des expériences comme la méditation ou même, par exemple, les sortir du corps, il n'y a pas forcément cet aspect de transe que l'on peut voir. Alors, à discuter, il y a une habitude des pratiques comme la dimension de brusquerie. Ceci dit, pour ma part en tout cas, je ne crois pas avoir rencontré de personne qui ait vécu par exemple une sortie du corps ou soit sa première expérience de psychédélique sans avoir vécu cet élément de brusquerie. Ensuite, que l'habitude amène autre chose, oui bien sûr, mais c'est précisément cette première expérience qui va être intéressante. Alors effectivement, j'ai fait une catégorie générale avec la volonté derrière précisément de se dire les singularités elles vont être apportées par l'individu. On a un groupe de respiration holotropique avec 6 participants, même accompagnement, même musique, même lieu, 6 vécus différents. Sur les 6, vous allez en avoir, un chiffre au hasard, vous allez en avoir 3 qui vont être vécus comme étant tout à fait exceptionnels, 2 qui vont être plutôt neutres ou agréables, et une expérience tout à fait désorganisante pour le troisième. Et donc, effectivement, la volonté, elle est de dire, il peut y avoir finalement, comme souvent, 2 lectures. Il peut y avoir une lecture où l'on cherche à savoir plus qu'à comprendre, et peut-être que c'est le lieu de la recherche. C'est-à-dire, c'est le lieu de la pensée, c'est le lieu de la recherche, c'est d'essayer de définir des phénoménologies. Là, en ce moment, je m'amuse beaucoup parce que
il y a une autre collègue, Etzel Cardegna, avec des collègues qui ont fait paraître un article pour essayer justement d'arriver à une nouvelle classification. Et je trouve que je suis au bord de la revue où il l'a publié. Et en fait, il m'envoie pour en relecteur tous les commentaires, toutes les réponses en fait qui est faite par différentes personnes sur voilà. Et c'est très très intéressant et ça me fait sourire en fait de les lire. À quel point précisément, derrière une volonté de vouloir classifier, en fait, les gens continuent à vouloir diversifier absolument. Et c'est très très intéressant. Il y a plein d'orientations, de points de vue, etc., qui sont emmenés. Pour moi, c'est le lieu de la recherche, de la pensée, c'est-à-dire essayer de pouvoir d'entrer dans les savoirs, de constituer les savoirs en questionnant tout le temps et en n'arrêtant rien, mais qui ne dit rien de la façon dont quelqu'un va vivre une expérience. Ça dit juste sur comment est-ce que l'on peut caractériser une expérience dans sa proposition, ses inducteurs, la façon dont cela peut être conduit, la sortie, etc., ou bien dans des événements spontanés sur les quelques critères qu'il y a pour qu'ils puissent être présents. Et puis il y a le deuxième champ qui est celui de l'individuel, de la clinique, de la subjectivité, qui fait que, quelle que soit l'expérience dont on parle, il va y avoir ce que j'indiquais, en tout cas pour les premiers, vous avez raison de regarder là-dessus, un vécu irruptif sous forme de quelque chose qui s'impose à la personne, mais dont la nature ne peut pas être déterminée par le type d'expérience qu'il est en train de vivre. C'est-à-dire que le fait de dire telle expérience a vécu, telle personne a vécu une sortie hors du corps, a fait une expérience de respiration holotropique ou il a vraiment vécu une expérience transcendantale importante ou autre, en fait, ne dit absolument rien de l'expérience de la personne. Et donc, effectivement, il y a ces deux mondes qui sont utiles, le savoir scientifique, le savoir expérientiel, mais dans lesquels cette mise en dialogue permet précisément de pouvoir, en tout cas dans cette proposition, voir ce qu'il est possible d'en faire quelque chose, parce que les nier serait bien sûr absurde. Et donc voilà, donc effectivement, c'est dans la perspective que j'ai proposée, c'était le fait de dire, ce qui va m'intéresser là, c'est le sac des expériences exceptionnelles, c'est-à-dire plutôt la question de la clinique, pour dire finalement comment est-ce que ça peut être compris au niveau de l'individu et quoi en faire lorsque ça se présente comme surgissement. Et si on est de l'autre côté de la page, celui que vous proposez, c'est-à-dire finalement de dire mais est-ce qu'elles sont toutes équivalentes? Non, elles ne sont pas toutes équivalentes. Il y en a qui sont provoquées, il y en a qui sont spontanées, c'est pas les mêmes modes inducteurs, etc., etc. Et c'est aussi intéressant d'y aller. Voilà. Le point commun étant bien sûr d'essayer de faire remonter les vécus au niveau des savoirs généraux et inversement, mais là est la difficulté méthodologique. Il y avait une autre question derrière. Merci pour c'est vraiment passionnant ce que vous exposez. Mais ça sous-entend la partie verbalisation, c'est-à-dire l'usage effectivement de la parole, de la conceptualisation pour la personne. Et moi je m'interroge surtout dans la société dans laquelle on est, où des enfants aujourd'hui n'ont pas d'espace imaginal. Demain, donc, ressembleront effectivement ces adultes. Et donc, du coup, aujourd'hui, déjà des difficultés avec des personnes qui n'ont pas forcément d'interoception et qui ont du mal à exprimer ce qu'ils ressentent, etc. Comment ça s'articule vos recherches par rapport à cette capacité ou cette difficulté à verbaliser? Parce que le langage est en train, quand même, globalement, de s'appauvrir. Alors, j'étais un peu rapide sur le terme de effectivement verbalisation. En fait, c'est tout moyen de production du sujet. Et notamment lorsque je travaille avec des personnes dans ce cadre-là, c'est-à-dire avec la reprise avec des dispositifs de ces événements, le premier mouvement est toujours de leur proposer de, à minima, gribouiller, ou d'écouter quelque chose. Voilà. Et donc, en fait, pour moi, la verbalisation, elle commence là, c'est-à-dire une expression qui va permettre de pouvoir produire quelque chose dont on va dire quelque chose au final quand c'est adressé à quelqu'un. Sur la deuxième partie, je ne suis pas tout à fait votre diagnostic, mais je fais partie des gens qui considèrent en fait que... pardon, je vais être vraiment ultra dans la caricature, je sais que ce n'est pas votre propos, mais ça me fait plaisir. Je fais partie des gens qui considèrent que les générations qui nous suivent ne sont pas perdues, ce pas des générations perdues avec appauvrissement, etc. En fait, c'est nos schémas à nous
de vieux qui sont décidément beaucoup trop rigides pour pouvoir entrer dans leur monde. Et donc, effectivement, je ne suis pas tout à fait sur le sorte de déficit ou d'altération ou un manque du côté de l'imaginal, de l'appauvrissement du langage. Je trouve ça absolument fascinant, ce langage avec les emojis, les abréviations. Ça me rappelle vraiment les premières formes d'écriture. Ça fait le lien directement avec la métaphorisation du langage, c'est-à-dire un langage qui est incarné, qui renvoie à des ressentis. Et donc, du coup, je m'estime dans la plupart des cas absolument trop vieux pour être dans autre chose que dans une sorte de fascination comme au musée de ces choses-là, mais je crois volontiers qu'en fait, on a, je vais dire vraiment une banalité, mais l'intelligence artificielle, nouveau mode de communication, c'est une révolution encore plus importante que l'a été Internet pour notre génération, et que ces modalités-là d'expression, de vécu, l'irruption totale de la virtualité qui va avoir aussi avec ce sujet-là, est quelque chose qui en fait installe une reconfiguration totale de l'humain, de ses liens. L'exemple que je donne généralement par rapport à ça, qui pour moi est parlant, c'est que j'ai vécu au moment où d'abord tous les téléphones avaient un fil, et puis que quand on rentrait en fait du lycée, du collège, on prenait le téléphone avec un très 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 long fil du salon, je vous avez connu la même chose, pour aller essayer de s'enfermer dans la chambre pour discuter avec les copains, machin, etc. Et en même temps, et donc on se faisait gueuler dessus parce qu'on monopolisait le téléphone. Mais quand on raccrochait, en fait, les amis n'étaient pas là, ils n'étaient plus là, c'était terminé. Là, on est dans un monde dans lequel, précisément, les réseaux sociaux, la question de la virtualité fait que les liens avec les gens sont tout le temps présents, tout le temps. On est toujours en relation avec les autres, une relation en fait de virtualité, c'est-à-dire d'une autre réalité que la réalité dans laquelle nous avons vécu. Et que ça, précisément, comme nous n'avons pas été élevés avec ce mode de communication qui est tout à fait nouveau, c'est compliqué à pouvoir l'appréhender, à pouvoir le penser. Et donc, voilà, je pense que ces dispositifs, en tout cas, la façon de les maintenir les plus ouverts, les plus en suspension possible, malgré tout, s'adresse à toutes les générations. Ensuite, à l'autre de nous enseigner par rapport à ce qu'il propose ou la façon dont il vit. Et surtout, il faut arrêter de parler d'addiction chez les gamins. Pareil, moi j'ai vécu quand j'étais ado, je faisais des jeux de rôle, j'étais accusé de satanisme, de machin. Le choix, la question est très courte. Mais c'est pour éviter que tu me poses une nouvelle question. J'ai très peur de tes questions, c'est pour ça. En tout cas, je te remercie. Je suis arrivé à votre table pour avoir saisi quand même le temps avec plaisir au texte. Tu connais, ce qui m'obsède, c'est la question du commun. Et bien évidemment, tu as fait partie d'un point de vue clinique, c'est la question de l'individu. Moi, je me pose la question, est-ce qu'il n'y a pas de tension lorsque tu dis effectivement qu'il faut rendre l'expérience partageable d'un côté, et de l'autre côté, éviter la rigidification du récit et le renforcement des croyances. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui dans nos sociétés construire un commun, nos sociétés qui ne sont pas forcément, je n'aime pas le mot désenchantées, mais qui ont perdu l'attention aux êtres et aux choses. Et c'est précisément cette ligne de crête qui m'intéresse. Comment on peut concilier le fait de partager l'expérience et de constituer un commun à partir de ce partage d'expérience. Je te remercie pas pour la question. Et je vais y apporter une réponse courte. Mais c'est bien parce que ta question et celle du collègue juste avant me fait réaliser que je devrais aussi dans la communication préciser ce que j'appelle justement partageable, verbalisable, etc. Parce qu'en fait, c'est pas juste un dispositif avec des mots qui doivent être partagés pour aboutir à quelque chose. Et notamment l'intérêt de la question de la transe comme étant un dispositif pour reprendre, c'est que le thérapeute rentre lui-même dans cet espace de transe, c'est-à-dire dans ce lieu de perception. Et donc quand je parle en fait de partager quelque chose, c'est partager l'expérience. Et le fait qu'il y ait un partage de l'expérience, pour moi, est la crête commune sans qu'il y ait besoin qu'autre chose soit partagée. Le simple fait d'habiter dans le même espace, qui est un espace dans lequel il se passe des choses pour soi
et pour soi en présence de l'autre suffit pour qu'on puisse parler en fait de quelque chose qui est le commun, le reste appartient à l'individu. Donc c'est vraiment cette cohabitation, pour le coup parfois silencieuse et d'influence. Là aussi, il y a sans doute l'influence de Roustan derrière. C'est-à-dire lorsqu'il parlait le thérapeute doit devenir une impersonnalité, ne doit pas avoir plus d'influence que la chaise qui est dans la pièce, mais malgré tout, une chaise a une influence dans la pièce parce que si je l'ignore et que je me lève, je bute dedans. Et donc, c'est vraiment pour moi cette notion-là. C'est-à-dire le commun est pour moi l'expérience vécue, influencée par la présence de l'autre, sans que le partage devienne implicitement valider ce que je suis en train de vivre, valider ce que je suis en train de vous dire. C'est juste le fait qu'il y ait ce partage-là dans ce temps-là. Antoine, je propose que nous mettons en commun le pause mouvement maintenant et qu'on reprenne à 10h30. On vous remercie à nouveau. Merci.